Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble l'analyse du chapitre 1029 de One Piece. Et ça fait du bien puisqu'il y a eu une pause de 2 semaines quand même. Dans cette review, on va parler de Sanji, de l'opposition tant physique que morale entre Hawkins et Killer, ainsi que du ton très sérieux qu'Oda a donné à cet acte de Wano. Sans plus tarder, passons maintenant à l'analyse. Premièrement, on découvre la page cover où l'on voit Jewelry Bonnie en train de manger des soba avec des loutres. Cette illustration a été demandée par Harinko et est somme toute assez classique. Il n'y a rien à retirer de celle-ci en particulier, mais connaissant la petite Bonnie, on peut se dire qu'elle va sûrement gagner la compétition, même à 3 contre 1. Le titre du chapitre, qui est La Tour, est assez énigmatique au premier abord, mais il prendra tout son sens à la fin du chapitre, comme nous le verrons. Le chapitre commence directement là où on s'était arrêté il y a 2 semaines, avec Queen qui vient de totalement briser sa lame sur le dos de Sanji. Alors, beaucoup de personnes ont trouvé que ce power-up soudain de Sanji était un peu sorti de nulle part, mais personnellement j'aime bien comment ça a été amené. Sanji avait vraiment besoin d'un power-up pour le faire rattraper un peu Zoro, et expliquer une future victoire contre un commandant de Kaido. La révélation durant l'arc Whole Cake de sa modification génétique ratée, qui ne l'est plus d'ailleurs du coup, a été introduite spécialement pour ce moment. Ça devait arriver tôt ou tard. Et imaginez, si jamais c'était arrivé à un moment random, par exemple contre Page One, ça aurait été vraiment dommage quand même. Fallait que ça arrive à un moment critique où on ne croyait plus en la victoire de Sanji. Sinon ça n'aurait pas eu autant d'impact. Et puis qu'on se l'avoue, la page où Sanji se mange l'attaque de Queen sans broncher était vraiment sacrément badass. Et ça fait du bien de le voir dans cette situation. En revanche, Queen affirme que ce n'était pas du haki. Est-ce qu'il veut dire par là que ce n'était pas uniquement du haki? Genre un mix de haki couplé avec une très grande résistance ou une résistance pure sans haki? S'il n'y a vraiment pas de haki du tout, ça veut dire que Sanji est à un niveau de résistance aussi élevé que Kaido à la limite. S'il utilise du haki en plus, là ce serait un peu abusé. Et encore pire s'il utilise la Red Suit de Garma et du haki en même temps. Si c'est le cas, la théorie selon laquelle Kaido va se faire finir par Zoro devrait être changée pour que ce soit Sanji plutôt qu'il le fasse. À la page suivante, on a Oda qui nous troll bien comme il faut. On avait tous envie de voir le côté offensif de ce power-up de Sanji, et là, tout d'un coup, il se met à courir, car il a soi-disant besoin de réfléchir à ce qu'il se passe. J'avoue que ce serait un sacré retournement de situation si Sanji devait perdre ses sentiments. C'est l'un des personnages les plus empathiques de la série, surtout depuis que l'on connaît son histoire. Malgré tout, je ne vois pas cela arriver, car ça ne desservirait pas l'histoire selon moi. Mais pourquoi ne pas avoir un conflit intérieur où Sanji se bat pour garder ses sentiments, ce qu'il finirait par réussir évidemment. Ce serait intéressant comme cheminement pour définir une bonne fois pour toutes la personnalité de Sanji et mettre fin à ses conflits intérieurs, surtout en rapport avec sa famille. Si c'est cela qui lui fait finalement enfiler sa Red Suit et défoncer Queen sans se soucier du reste, ça serait très bien réalisé. Bon, malgré tout, on peut voir que bien qu'il soit très résistant et puisse se soigner rapidement, il ressent toujours la douleur lorsqu'il se fait tirer dessus. On passe ensuite au combat qui fait rage entre Big Mom et ses homies contre Law et Kid. Ça fait un petit moment qu'on ne les avait pas vus et au début je me rappelais même plus que Kid se prenait des dommages par Hawkins, surtout que je me disais que Killer ne frapperait pas Hawkins par peur de blesser son capitaine. Mais on verra plus tard qu'Hawkins s'inflige lui-même des dégâts. À cause de ça, Kid se prend une énorme attaque directe de Big Mom, mais arrive à se relever, ce qui est vraiment impressionnant quand on y pense. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est au niveau de Luffy, mais ça montre à quel point il est fort en réalité, et on peut se dire qu'à son plein potentiel et avec l'aide de Law, ils ont une chance contre l'empereur. En parlant de Law, il assène d'ailleurs un counter-shock très puissant à Big Mom, qui semble bien sentir l'impact et qui doit compter sur Prométhée pour retenir Law. Au final, que ce soit Law ou Big Mom, les deux ne semblent pas avoir pris beaucoup de dommages, mais Law a quand même l'air bien essoufflé. On passe donc maintenant à la partie la plus intéressante du chapitre selon moi, l'affrontement entre Killer et Hawkins. Cette section commence avec Killer en grande position de faiblesse qui supplie Hawkins d'arrêter de s'infliger des blessures et donc d'en infliger indirectement à Kid. Aussi cette confrontation entre leurs deux points de vue est marquante. D'un côté, on a le second d'un équipage qui préfère mourir que de se soumettre ou de laisser son capitaine perdre, et de l'autre, un ancien capitaine qui a préféré abandonner devant la puissance monstrueuse des Yonko, plutôt que de se créer sa propre place dans ce monde. Oda a fait un bon travail ici, car Hawkins est l'opposé de toutes les valeurs que One Piece prône à travers l'équipage des Mugiwara. Plutôt que de se rebeller et de suivre ses idéaux, il préfère se ranger du côté le plus favorable. Il est très pragmatique plutôt que rêveur. Et on sait très bien que l'œuvre met un point d'honneur à l'idée de toujours poursuivre ses rêves. Lorsque la tension dramatique est à son maximum, Killer se rend enfin compte que son capitaine n'a qu'un seul bras. On aurait cru qu'il l'avait oublié à force.
Ce qui ensuite est assez choquant et satisfaisant à la fois, Killer se rue sur Hawkins et lui coupe d'un trait son bras gauche. On voit que depuis le début du raid, Oda ne craint plus d'infliger des blessures sérieuses au personnage. On n'avait jamais eu autant de parties du corps coupées en si peu de temps, avec Kiku qui a perdu aussi un bras et Orochi lui qui s'est carrément fait trancher la tête. Je me demande s'ils vont censurer ça dans l'anime ou plutôt assumer la gravité de la bataille qui prend place. Ensuite on a Killer qui retire la poupée vaudour représentant Kid du bras qu'il a coupé à Hawkins. En revanche, j'avoue que je ne comprends pas pourquoi Hawkins admet que c'était sa dernière. Ça m'étonne de lui qu'il soit si honnête ou qu'il ait tant confiance en sa victoire. Il s'est laissé emporter par sa fierté. Et Dieu sait qu'il n'aurait pas dû, car il se fait absolument poutrer par Killer ensuite, qui découpe sa poupée de paille et le termine en une attaque. Ça nous permet de voir à quel point Killer, qui n'est qu'un second équipage, s'est beaucoup plus amélioré en suivant sa voie que Hawkins en devenant un subordonné. Et cela montre également à quel point Kid, Law et Luffy sont maintenant dans des ligues différentes des autres supernovas, renforçant notre confiance en tant que lecteur en leur victoire contre Big Mom et Kaido. Finalement, le titre du chapitre est expliqué à la toute fin par Hawkins qui tire, bien que trop tard, la carte de la tour, qui signifie qu'un grand changement et un ébranlement de l'ordre établi vont arriver. Lui a eu besoin qu'une carte le lui dise, alors que nos protagonistes le savaient déjà au fond d'eux et ont ultimement créé ce changement. Kid peut maintenant se battre contre Big Mom sans désavantage, et je ne sais pas pour vous, mais moi j'attends beaucoup de cet affrontement. Voilà qui conclut cette analyse du chapitre 1029 de One Piece. Globalement, j'ai adoré ce chapitre, même si en tant que fanboy, j'espérais voir un peu du combat entre Luffy et Kaido quand même. N'empêche, on a eu pas mal d'actions et de développement de personnages, c'était vraiment très bien équilibré. Pour la semaine prochaine, j'espère qu'on aura droit à plus de révélations sur l'identité de King, ainsi que la suite du combat de Sanji. Merci d'avoir suivi la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit et vous pouvez toujours changer d'avis plus tard. Un petit like pour le référencement me ferait aussi extrêmement plaisir et dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre en commentaire ainsi que ce que vous voulez voir pour la semaine prochaine. Si vous avez aussi des suggestions d'amélioration ou des critiques constructives, je les prendrai en compte, ne vous inquiétez pas. Et n'oubliez pas qu'il y aura mes réactions aux animés en direct sur Twitch très bientôt, donc si vous ne voulez pas manquer ça, allez me suivre directement là-bas. Allez, à la prochaine!